Maître Gilles Olivier, qui est avocat, qui exerce à Bruxelles, notamment la fonction d'administrateur de biens et de personnes, et qui a œuvré là avec le groupe de réforme de la loi du 26 juin 90. J'ai le plaisir de partager quelques réflexions en commission justice qui va cette loi. Je vous cède la parole. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Deux choses que je dois faire pour commencer, avant d'abord d'appréhender la télécommande difficile aujourd'hui manifestement, c'est de choisir l'endroit. Alors, je ne vais pas choisir un endroit, je vais me mettre au milieu, puisque l'avocat, il a l'avantage de pouvoir aller des deux côtés, même parfois derrière les barreaux, mais théoriquement du bon côté. Et donc, effectivement, je vais me mettre au milieu et essayer d'y rester pour vous expliquer aujourd'hui la nouvelle loi. Alors, je ne sais pas si non plus on a mis la partie droit en fin d'après-midi pour essayer de vous garder jusqu'à maintenant, ou à l'inverse en se disant ils seront partis, ils ne devront pas le supporter. Je ne le sais pas. Mais donc, effectivement, je vais vous parler de la nouvelle loi. Alors, vous verrez, mon premier slide, il est volontairement à contre-courant parce que je l'ai appelé maladie mentale. Alors que la nouvelle loi parle de troubles psychiatriques. Alors pourquoi est-ce que volontairement j'ai gardé le mot ? Parce qu'en fait, le mot est différent, et c'est vrai, et il est certainement moins stigmatisant, et c'était l'objectif, c'est pour ça qu'on l'a choisi de le changer, donc c'est merveilleux. Mais il ne faut pas oublier qu'on a les mêmes intervenants, les mêmes juges, le même procureur du roi, et les mêmes personnes qui sont en souffrance. Donc en réalité, si on veut changer de système, il ne faudra pas juste changer le mot. Il faudra qu'on réfléchisse différemment et qu'on essaye justement d'implémenter les différences de la nouvelle loi. Alors, les différences de la nouvelle loi, c'est qu'on veut mettre en avant le principe de protection du malade psychiatrique. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait en matière d'administration en 2014, donc il y a longtemps, c'est de mettre le malade au centre. Et donc, à l'époque, c'était la personne protégée, ici, c'est le malade. Et on veut essayer de promouvoir un traitement volontaire en lieu et place de l'hospitalisation. C'est un peu ce qu'on est censé faire. Alors, vous verrez, j'ai fait des slides relativement longs. Ce n'est pas parce que je vais passer du temps à vous les réciter un par un, mais c'est simplement parce que je m'étais dit qu'on avait des gens qui venaient de tous les horizons différents et que, puisque ces slides vous seront fournis après, c'est toujours intéressant de pouvoir, a posteriori, s'y replonger sur les choses qu'on a passées rapidement et qui vous donneraient un aperçu global de la loi. Donc j'ai mis ce qui change, mais aussi ce qui ne change pas. Mais pour faciliter les choses pour les paresseux, j'ai mis en jaune les parties essentielles qui changent. Comme ça, s'ils disent « mais je sais tout », vous savez tout et donc vous n'avez pas besoin de regarder le reste. Et donc, à titre liminaire, on va parler des droits fondamentaux. On va parler de la législation, la juridiction compétente, le champ d'application de la loi. Donc, vous voyez que je fais vraiment du droit, moi, effectivement. Le trouble psychiatrique, ça, ce sera intéressant. Les systèmes de protection qui vont exister dans 20 jours, 25 jours exactement. Les procédures avec le rapport médical circonstancié. La procédure urgente avec le rôle du procureur du roi, on aura l'avantage d'avoir juste après moi quelqu'un de haut vol qui va certainement soulever plein de questions. Et puis ensuite, les modalités de la mesure d'observation protectrice, les mesures de prolongation, le type de mesure et la possibilité de passer de l'une à l'autre, le transfert entre institutions et la fin des mesures qui sont possibles, et puis un peu de droit si on a encore le temps. Le placement en milieu familial, je ne l'aborderai quasi pas, même si je trouve que ça mériterait d'avoir juste un colloque rien que là-dessus, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui a changé véritablement dans la loi et donc on ne va pas véritablement l'appliquer. Alors tout d'abord, à titre liminaire, c'est intéressant que l'article 32 a établi des droits. Donc en fait, plutôt que de réfléchir uniquement en disant on va mettre une procédure, en disant comment est-ce qu'on va le mettre, si on parle de l'ancienne loi, en observation, donc comment est-ce qu'on va le protéger, etc., on l'a dit aussi, mais il ne faut pas oublier que le malade, il a des droits. Et donc, effectivement, on a repris 4 droits distincts. Vous les voyez ici sur le slide et on va les voir les uns après les autres. Le premièrement, c'est le droit à un traitement approprié. Ça vous paraît logique, à moi aussi.
C'est encore plus logique en le disant. Et effectivement, ça veut dire que le malade, il a le droit à être traité en respectant sa liberté d'opinion, sa liberté philosophique, religieuse, etc. Et on met en avant à la fin, vous voyez la fin de ce paragraphe, où on met en avant les contacts familiaux et sociaux et même l'épanouissement culturel. Donc vous voyez qu'on va loin, mais c'est l'idéal. Alors, je rappelle quand même qu'on n'a pas dérogé dans cette loi au fait qu'on ne peut théoriquement pas imposer, sauf dans les conditions de l'article 7 de la Convention, on ne peut pas imposer un traitement. Il faut qu'il y ait un consentement éclairé du patient, sauf les conditions qui sont prévues. Alors, je vous ai mis le slide avec les références au Conseil de l'Europe pour ceux qui ont envie d'y aller regarder. Deuxième droit, c'est le droit de communiquer avec le monde extérieur. Alors, ce n'est pas venu de nulle part, ça. C'est venu, en fait, de l'idée qu'on a vu, on a constaté que parfois, pour une raison X ou Y, certains avaient tendance à mettre de côté du courrier, des réclamations, des choses qui arrivaient au nom du patient. Et donc, on a mis qu'effectivement, il y a un droit à communiquer avec le monde extérieur, à envoyer des requêtes, etc. Et il a le droit de recevoir la visite de son avocat, de son médecin, de sa personne de confiance, et même d'ailleurs de toute autre personne, pour autant évidemment que ça ne pose pas de problème et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Il a le droit de porter plainte, c'est important, il a le droit effectivement de se plaindre. À bon escient ou à mauvais escient, peu importe, mais c'est un droit qui lui est acquis, et effectivement on ne peut pas retenir ou détruire cela. Il a un droit de suivi indirect par le biais du registre. On en a un peu parlé ce matin, on a dit qu'il y avait un registre, effectivement. Et donc, en fait, l'idée de la loi, c'est l'article 10 de mémoire de la loi qui prévoit qu'il y a cette inscription dans ce registre. Et de ce registre, c'est un peu, si vous voulez, le fil quotidien de la personne. Qui est là pour la défendre, qui est son avocat, quel est son médecin, qui est la personne qui va le voir, quelles sont les mesures restrictives de liberté qui sont prises, etc. Donc, c'est un peu le fil rouge de tout. Alors, le malade, on va l'appeler comme ça, n'a pas la possibilité d'avoir un droit de regard direct dessus, mais par contre, son avocat a l'occasion de le regarder, effectivement, de le consulter et de voir ce qu'il en est. Donc voilà 4 droits qui sont établis, qui devront à l'avenir être respectés, si tant est qu'ils ne l'étaient pas réellement déjà aujourd'hui. La législation applicable, on avait une loi de 1990, on a maintenant donc une loi du 16 mai 2024, avec un scope qui va de la liberté individuelle en allant jusqu'à la protection conditionnelle, puisque effectivement, on va avoir différentes conditions possibles. Alors, le différentiel par rapport aux mots et par rapport à la stigmatisation, c'est tout d'abord effectivement le titre de la loi. Effectivement, le titre de la loi change, on ne parle plus de la loi sur la protection des malades mentaux, mais bien de la protection imposée à une personne qui est atteinte d'un trouble psychiatrique. Alors, je rappelle que entre 85 et 90, puisque 85 c'était la loi précédente, puis 90, on avait eu à peu près 6 ans pour avoir une nouvelle loi qui était déjà une avancée, parce que en 90, on disait qu'il fallait absolument une décision judiciaire pour obliger quelqu'un à se soigner, donc c'était très bien. Donc, c'était parfait. Ici, entre 90 et maintenant, on a attendu 34 ans quand même. Donc, ça fait long. Le groupe de travail, il a travaillé pendant 7 ans. C'est très long. Donc là, moi, je suis censé vous ramasser en 45 minutes ou 40 minutes 7 ans de travail. Donc, effectivement, vous comprendrez pourquoi on sera peut-être pour certaines choses rapide. Alors, heureusement, vous ne devrez théoriquement pas attendre 34 ans pour voir une nouvelle révision de la loi, parce qu'il est quand même prévu dans la loi que normalement, on est censé faire le suivi de la loi dans 5 ans. Espérons effectivement qu'on y arrive. Je rappelle que le groupe de travail n'a pas arrêté de travailler, puisqu'il continue encore à se réunir, notamment pour essayer de produire ou en tout cas de donner son avis sur les arrêtés royaux, sur les plans de traitement, sur le certificat médical, le circonstancié, qui s'appellera plus, comme vous allez le voir dans quelques secondes, le certificat médical circonstancié, et qui sera en tout cas plus circonstancié. Alors, l'application dans le temps, et c'est pour ça l'intérêt de notre présentation d'aujourd'hui, c'est que ça va s'appliquer dès maintenant. Dans 25 jours, ça s'applique, et donc dans 25 jours, vous devez tous appliquer cette loi, il n'y a pas à discuter, effectivement, et elle va s'appliquer pour les mesures déjà existantes.
en tout cas pour la durée, puisque effectivement, au niveau de la durée, si vous avez à l'époque un maintien de 2 ans, par exemple, eh bien, ce maintien de 2 ans, vous allez voir que dans le système de la prolongation, on est réduit à 1 an, et donc, par la porte ou par la fenêtre, le 1er janvier 26, votre maintien qui s'appellera plus maintien, il s'arrête. Donc, il faudra être attentif aux délais, peut-être reprendre les dossiers pour voir effectivement quels sont les délais réels qui vont s'appliquer. Alors, c'est une loi un peu particulière. C'est une loi un peu particulière parce que, et on l'a vu encore ce matin, en fait, on parle des langues différentes. On a le juriste que je suis, qui, même s'il se forme et qu'il essaye d'apprendre un peu les problèmes psychiatriques, et puis on a le médecin de l'autre côté, le juge, on va dire qu'il est juriste, donc il vient de notre côté aussi, mais donc on a chacun qui parle une langue différente, et alors on a un justiciable qui, lui, en fait, il parle aucune des deux. Il parle ni le droit, ni le médical. Donc lui, il comprend rien, en plus il est décompensé, et donc on doit arriver à faire en sorte que tout ce petit monde arrive à fonctionner. Alors, j'ai déjà entendu certains médecins qui, off the record, jamais en face, disent l'avocat, il sert à rien. Bon, à la rigueur, oui, c'est bien, il est là, il rassure le patient. Mais on n'est pas là pour rassurer le patient. C'est pas notre rôle. D'ailleurs, on n'est pas psychologue. On doit conseiller, on doit expliquer la loi, on doit rapporter la parole. Alors, l'avocat qui pratique cette matière est normalement un avocat qui a une certaine affinité, parce que pour pouvoir participer à la colonne spécialisée en matière de protection de la personne, il y a même des examens à présenter, etc. Donc, on n'arrive pas là par hasard. On n'arrive pas là par hasard. Donc, effectivement, on a une certaine affinité. Alors, l'avocat doit se sentir comme étant le garant du respect de la loi. Parfois, en embêtant les uns et les autres par rapport à ça. Alors, là, j'en ai déjà parlé, c'est la nécessité d'une décision judiciaire pour obliger quelqu'un à se soigner. J'ai juste mis l'article 1, paragraphe 1 de la nouvelle loi, et vous verrez que dans cet article 1, paragraphe 1, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'ancienne loi. C'est toujours la même chose, il y a une nécessité d'avoir une décision judiciaire. La juridiction compétente change rien. Toujours la même chose, votre brave et aimable juge de paix qui va effectivement s'occuper de la personne. C'est merveilleux, on ne change pas d'intervenant, c'est ce que je disais au début. Alors, si c'est un mineur d'âge, évidemment, c'est le tribunal de la jeunesse. Alors, rationner loci, parce que j'aime bien faire un peu de latin, parce que ça, c'est au moins une langue commune, en tout cas qu'on avait à l'époque en commun entre médecins et juristes. Donc, par rapport à savoir quel est le juge de paix, quel est le canton compétent, ça n'a pas changé non plus. Ça n'a pas changé non plus, ça reste la même chose, c'est la résidence qui compte. Par contre, il y a une subtilité. Subtilité que l'on a reprise, en fait, de la loi en matière d'administration. C'est la saisine permanente. On a parlé dans l'article 35 de la loi de la saisine permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le juge de paix reste saisi, et si jamais la personne change de canton et donc change de résidence, eh bien, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande d'une personne intéressée ou du malade, transférer le dossier à un autre juge de paix, puisqu'effectivement, la mesure est censée durer dans le temps. Le système de gestion des conflits de compétences, il n'a pas changé. Pour rappel, pour ceux qui hésitent, parfois, et ça peut arriver à tout le monde, même à un très bon avocat, il peut parfaitement déposer sa requête devant le mauvais juge de paix. Si le greffe est bien organisé, ce qui est certainement le cas partout, mais en tout cas qu'il y a suffisamment de personnel dans le greffe, ils ont 24 heures pour se rendre compte que vous avez, fait une bêtise et transférer au bon juge de paix. Vous voyez que parfois les juges de paix nous aident aussi. Le champ d'application de la loi. Le champ d'application de la loi, c'est l'article 2. Alors, je vous ai mis l'ancien et je vous ai mis en dessous le nouveau. Et pour vous faciliter, j'ai mis en gras ce qui change réellement. Rien. Rien. On change maladie mentale par trouble psychiatrique, finalement. Alors, effectivement, les conditions sont toujours les mêmes, cumulatives, restrictives. Le trouble psychiatrique, c'est votre ancienne maladie mentale, pas de traitement approprié, l'état le requiert, grave péril pour la santé, la sécurité, etc. Donc, finalement, des choses que vous connaissez déjà, tant mieux, parce que comme ça, je pourrai respecter mon timing. Le trouble psychiatrique. Alors,
il y a d'abord une première définition du trouble psychiatrique qui est une définition négative. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça n'est pas? Et pour savoir qu'est-ce que ça n'est pas, il suffit simplement de prendre l'ancien article 2, maintenant on a juste changé la numérotation, mais ça c'est pour vous troubler, c'est le 1/1, on aurait pu faire 2, mais non, 1/1 c'est quand même plus chouette, où on vous dit que l'inadaptation aux valeurs sociales, religieuses et politiques, c'est pas un trouble psychiatrique, tant mieux, je suis rassuré. La définition positive, vous vous souvenez que dans l'ancienne loi, il n'y avait pas de définition. Et on disait, on ne met pas de définition parce que, justement, c'est trop compliqué de mettre une définition parce qu'on n'arrive pas à s'entendre et que c'est évolutif, la médecine, etc. Et donc, ici, en réalité, on a fait une définition en disant justement que c'est évolutif. On vous dit que le trouble psychiatrique, dit l'article et l'alinéa premier, c'est un trouble défini comme tel, en fonction de l'état actuel de la science, est susceptible d'altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l'humeur, le contrôle de ses actes. Donc, effectivement, on a maintenant une définition. C'est très bien. C'est aussi une définition qui est large, ce qui va permettre justement que l'on puisse s'adapter au fur et à mesure des années et que si jamais il faut encore attendre 34 ans, pour avoir une nouvelle loi, on pourra fonctionner avec celle-ci normalement correctement. Il y a des hypothèses en pratique très flagrantes. Vous les connaissez même beaucoup mieux que moi. Si vous avez quelqu'un qui a un état psychotique, il y a des phénomènes hallucinatoires, des troubles du comportement, des tentatives d'ETS avec une acuité certaine, et c'est clair. Il y a des choses qui ne le sont pas. La débilité mentale ne l'est pas. Elle ne l'était pas, elle ne l'est toujours pas. Évidemment, on a ces doubles diagnostics qui sont toujours problématiques. La sénilité, on est tous encore très très jeunes ici, enfin, d'autres plus que moi, mais donc on n'est pas encore sénile, et tant mieux, mais effectivement, la sénilité ne sera jamais considérée comme un trouble psychiatrique. Alors on peut avoir, par contre, effectivement, sur une démence, d'autres choses qui se développent. Si effectivement on a autre chose qui se développe, on pourrait mettre en place une mesure de protection. Mais simplement être vieux et un peu dément, non, ça n'est pas couvert par la loi. Je rappelle à cet égard-là que pensez plus souvent que vous ne le faites au placement en milieu familial qui pourrait permettre pour une personne âgée de la protéger dans, par exemple, une résidence, une maison de repos. Ça peut avoir beaucoup plus de sens qu'un hôpital. Alors, la toxicomanie et l'alcoolisme. Alors là, vous savez qu'il y a eu pas mal de discussions, que ce soit au groupe de travail ou même partout, puisque effectivement, ces deux addictions, qui pourtant sont quand même relativement importantes, aujourd'hui, ne sont pas des maladies mentales au sens de la loi de 1990. Donc, ce n'est pas des maladies mentales, c'est clair. Parfois, on sait quand même qu'on a, par exemple, en rue, des gens qui boivent énormément, mais ils boivent ou ils consomment de la drogue pour, en fait, calmer autre chose. Pour calmer, derrière cet alcoolisme, il y a un trouble psychiatrique. Et donc, effectivement, derrière leur addiction, ils fument ou ils boivent pour ne plus entendre ces voix qui les énervent et qui les troublent au quotidien. Donc ça, effectivement, on disait, si on arrive à trouver derrière l'addiction quelque chose, eh bien alors on peut faire quelque chose. Ça fonctionnait en matière d'alcoolisme, ça fonctionnait en matière, effectivement, de toxicomanie. A priori, si vous lisez la loi très rapidement, ce que vous ferez certainement tous, mais peut-être de manière plus attentive, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai parce que le groupe de travail et le législateur ont décidé de tenir quand même compte d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui date de janvier 2023, qui laissait entendre déjà, il ouvrait la porte en disant si on a des addictions très graves, eh bien ça pourrait être considéré comme une maladie mentale.
il y a eu des discussions au sein du groupe de travail, il y a eu des discussions au Parlement, et je vous ai mis la référence exacte, comme ça vous pourrez la retrouver, des documents parlementaires, où effectivement on dit clairement que si on a une assuétude grave, cela pourrait, pour autant que les autres conditions soient réunies, pourrait être considéré comme un élément qui pourrait être l'élément trouble psychiatrique pour amener à une mesure de protection. Donc, effectivement, les assuétudes graves, on va pouvoir en tenir compte. Chouette, vont dire certains, quel malheur, vont dire d'autres, mais en toute hypothèse, les juristes qui ont pondu la loi, même aidés par de nombreux médecins ou intervenants sociaux, savent très bien que les clés du système ne sont pas entre leurs mains, mais entre les mains des médecins. Comment est-ce que le médecin va considérer, quand est-ce que le médecin va considérer que l'assuétude est grave? C'est le médecin qui va rédiger le rapport circonstancié, c'est le médecin qui va, une fois que la personne est dans la clinique, décider oui ou non de le libérer ou pas. Donc, on sait que les clés ne sont pas entre nos mains, mais en tout cas, pour tous les médecins qui sont dans la salle, la loi vous le permet. Après, à vous de voir comment vous allez le mettre en œuvre. Donc, j'ai mis à suivre. On va voir ce qui va se passer. La nouvelle loi prévoit 2 systèmes de protection différents. La mesure d'observation protectrice, d'une part, grosso modo la mise en observation anciennement, et le traitement volontaire sous condition. Ce sont les 2 systèmes qui sont mis en place. L'objectif était donc d'arriver à ce qu'on puisse proposer à la personne une alternative à l'hospitalisation. Mais pas juste dire, comme certains juges de paix le faisaient en disant « oui, mais non, on ne va pas mettre de mise en observation si tu fais ça, si tu fais ça ». Non, il fallait qu'il y ait des conditions, qu'il y ait quelque chose à respecter, un cadre. Et donc, c'est justement ça. Ce traitement volontaire sous condition, c'est une non-hospitalisation cadrée. Qu'est-ce qu'il faut dans ce traitement volontaire sous condition? Donc, c'est bien un traitement volontaire, de manière résidentielle ou ambulatoire. Il faut qu'il y ait un plan de traitement. Donc, ce plan de traitement, il est en préparation. Il semble qu'on ne puisse pas encore le communiquer, ce plan de traitement. Il est toujours caché, mais j'aimerais bien qu'il libère, entre guillemets, cette possibilité de le communiquer. En tout cas, je vais écrire pour qu'on puisse essayer de l'avoir, pour que vous puissiez l'avoir avec les slides, parce que c'est quand même, je veux dire, dans 20 jours, tout le monde l'aura, donc il est peut-être temps que les gens puissent au moins le lire. Mais voilà. Plan de traitement établi par le médecin responsable, en collaboration avec l'entourage. Et alors, le juge peut ajouter des conditions. Alors, effectivement, l'article 4 dit que le juge peut ajouter des conditions et il propose des types de conditions, mais cet article 4 n'est pas exhaustif. Donc, le juge peut rajouter n'importe quoi. Donc, si, par exemple, le juge de paix a envie de rajouter une condition qu'il faut passer par une administration de biens, qu'il faut aller au CPS, il faut n'importe quoi, tout ça peut être rajouté dedans. Donc, effectivement, on a un champ des possibles pour mettre beaucoup de choses en termes de conditions. Ce plan de traitement contiendra 2 volets. Un premier volet qui est, je dirais, le volet concertation. Ça veut dire qu'on a discuté avec l'entourage, on a discuté avec le malade pour essayer de trouver la bonne situation. Et attention, le médecin doit, j'attends de voir comment il va le justifier, le médecin doit arriver à expliquer au juge pourquoi il s'attend à ce que le patient va suivre le plan de traitement. Puisqu'évidemment, le plan de traitement n'a un intérêt que s'il y a consentement, mais que ce consentement va être respecté. Donc, le médecin doit dire, oui, et je pense qu'il va le suivre parce que. Donc, moi, j'attends après le parce que. Mais je suis curieux, donc j'aime bien les nouvelles découvertes. Deuxième volet, ce sont les moyens thérapeutiques. Alors, les moyens thérapeutiques, mais pour écarter essentiellement la dangerosité, parce que n'oublions pas quand même que les conditions de la loi sont celles-là. On les a vues, vous les connaissez. Donc, il y a toujours cette notion de dangerosité. Donc, l'objectif n'est pas non plus de laisser courir dans les rues des gens qui sont réellement dangereux. Donc, il faut qu'avec le plan concerté pour lequel on a son accord, etc., il faut que, effectivement, on puisse écarter la dangerosité.
Si on arrive à tout ça, c'est merveilleux. On a un plan sous condition et la personne ne sera pas hospitalisée. J'ai toujours 2 procédures pour arriver à mettre en place ces 2 systèmes de protection différents. 2 procédures, une procédure ordinaire, classique, avec le juge de paix, et une procédure urgente avec le procureur du roi. La procédure a très très peu changé. Franchement, c'est plutôt cosmétique. Alors, c'est toujours toute personne intéressée qui peut introduire dans le cadre de la procédure ordinaire. Donc, on est vraiment large. C'est famille, voisins, syndic, même eu un jour un notaire qui l'avait introduit. Donc, c'est vraiment super large. Ça n'a pas changé. Le médecin traitant, peut-il être requérant ? Réponse, oui. Bien sûr, il peut être requérant. Alors ça, c'est son choix personnel, c'est autre chose. Mais il peut être requérant au sens de la loi. Et par contre, il ne peut pas être des 2 côtés. Il ne peut pas en même temps faire le rapport circonstancié et en même temps être requérant. Il faut choisir quand même son camp, mais une fois qu'il l'a choisi, il peut le faire. Les mentions dans la loi, je vous les ai mises dans le slide, je vous ai dit, je l'ai mis un peu plus petit. Pas pour que vous vous cassiez les yeux, mais parce que effectivement, ce sont des choses qui sont plus juridiques. Mais en soi, il n'y a pas grand-chose d'essentiel, sauf ce que j'ai souligné, à savoir que ce qui est important, c'est de bien indiquer le degré de parenté que le requérant, mais aussi que le médecin a avec la future personne qui fera l'objet de la mesure protectrice. Alors, la procédure est contradictoire. La procédure est contradictoire, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a un intérêt de dire ça? C'est juste parce que vous ne voulez pas dire que la procédure est unilatérale et comme ça vous pouvez expliquer la différence entre les 2 procédures et faire un peu de droit. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que je voudrais rappeler que c'est contradictoire. Je voudrais rappeler qu'on est censé toujours tout discuter avec le malade. Les pratiques, parce que bon, c'est un peu ça. L'avocat, lui, il va voir plein d'hôpitaux, il voit plein de juges différents, et donc effectivement, il voit des pratiques différentes. Et effectivement, il y a certains hôpitaux où on fait d'abord une discussion avec le psychiatre, l'avocat même, et puis ensuite, après, on fait rentrer le patient. Ben non. D'une part, c'est contraire à la loi, et d'autre part, je veux dire, pour un malade qui peut être un peu parano, je veux dire, vous allez un peu faire accroître en plus sa paranoïa. Donc, il aura l'impression que tout le monde aura véritablement comploté contre lui. Donc, essayons de garder à l'esprit que tout se fait de manière contradictoire. Et ça rejoint les droits qu'on lui a donnés. Il a le droit de se plaindre, il a le droit de réclamer. Après, on déterminera si sa demande ou sa requête ou sa plainte est fondée ou pas. Mais il a le droit de se plaindre comme nous avons tous la possibilité. Il vous faut joindre à votre requête un rapport médical circonstancié. Donc on a exit le certificat médical circonstancié, bonjour le rapport médical circonstancié. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus complet, quelque chose de plus exhaustif. Alors, l'idéal, ce serait en plus qu'il soit dactylographié, comme ça, on ne doit pas essayer de lire vos écritures, mais s'il est écrit proprement, etc., mais si en plus on a rempli toutes les cases, et c'est pour ça qu'il y a un certificat médical circonstancié qui est en préparation, qui est celui qu'on va vous demander d'utiliser, parce que comme ça, au moins, chacun aura toutes les informations que l'on pense utiles. S'il n'y a pas de certificat médical, c'est une irrecevabilité. Moi, je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça dommage. On sait que les familles, parce que là, on est dans la procédure ordinaire, on sait que les familles ont énormément de difficultés à trouver ce fameux, à l'époque, certificat médical, maintenant rapport médical circonstancié. Et quand vous êtes dans le cadre d'une administration, si vous n'arrivez à rien et qu'il y a une urgence, on va chez le juge de paix, j'en vois une devant moi, chez le juge de paix, il y a urgence, il faut faire quelque chose, il faut protéger la personne. Dans le cadre d'une mesure d'administration, elle peut, si elle trouve que je ne dis pas que des choses stupides, elle peut effectivement désigner un expert. Why not? Pourquoi pas? On aurait pu fonctionner par ce biais-là aussi. On aurait peut-être simplifié le travail des familles. La durée de votre rapport est toujours le même, comme pour le certificat par le passé,
15 jours, c'est tout. Il faut un examen in concreto, donc il ne s'agit pas de faire votre certificat en ayant juste lu le rapport médical des autres ou le dossier médical. Il faut avoir vu la personne, donc c'est un rapport concreto. Qui peut rédiger ce rapport? Alors, je vous rassure, en tout cas je vous rassure jusqu'au 31/12/2027, puisqu'il y a un arrêté royal en préparation, n'importe qui peut le faire. Enfin, n'importe qui, il faut qu'il soit médecin quand même, hein. Même pas un podologue, mais effectivement, n'importe qui, n'importe quel médecin peut le faire. À partir de 2027, selon l'arrêté royal, vous aurez l'obligation d'être agréé. Bon, c'est 4 heures de formation en présentiel ou en ligne, qui, je pense, iront dans vos points, donc ça ne devrait pas être trop dramatique. Mais enfin, ça va quand même nécessiter qu'il y ait une démarche positive de la part du médecin. Donc peut-être qu'il y a certains médecins, moi, ça m'arrive une fois tous les 200 ans, m'en fous, quoi. Et puis la famille va venir en disant, mais oui, mon fiston, là, il déconne, etc. Ah oui, mais attends, moi, je ne peux pas le faire. Hein. Moi, je ne vais pas aller faire les 4 heures de formation juste pour pouvoir remplir le rapport médical circonstancié. Donc effectivement, ça va changer en 2027. Ce médecin ne peut pas être parent ou allié jusqu'au 4e degré, ok. Autre cas intéressant, c'est exit l'exclusion antérieure des médecins attachés au service psychiatrique. Donc vous vous souvenez qu'à l'époque, médecin qui était attaché au service psychiatrique où la personne se trouvait ne pouvait pas faire le certificat médical devenu aujourd'hui rapport. C'est fini, on supprime ça. Donc il peut. Donc vous pouvez recommencer dès que vous êtes sorti d'ici, ou en tout cas à partir du 1er janvier, vous allez pouvoir recommencer à les faire. Alors ça ne veut pas dire que c'est sans aucun contrôle. On a prévu un contrôle. Alors, le contrôle, c'est quoi? C'est un garde-fou, j'ai pris spécialement ce terme, qui est contrôlé par le juge à l'article 5, qui vous dit que s'il y a des doutes sur la légitimité, l'impartialité ou l'indépendance du médecin qui a fait ce certificat, rapport, eh bien, à ce moment-là, le juge va entendre et il va pouvoir effectivement, s'il l'estime adéquat, demander à ce qu'on fasse appel à un autre médecin. Mais c'est le malade qui doit soulever cette question. Il va le soulever quand? À la rigueur, lui ou via son avocat, au moment de l'audience. Mais on doit rester en globalité dans les 10 jours. Le juge a 10 jours pour rendre son jugement. Je ne vois pas en pratique comment ça va fonctionner, hein. Il faudrait presque que le jour même où l'avocat rencontre, il se dit « Oh mon Dieu, oui, je vais critiquer le certificat, qu'il n'a peut-être même pas encore eu le temps de voir, pour après demander tout de suite qu'il y ait quelqu'un d'autre, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse un certificat. » Donc c'est beau, c'est chouette, mais en pratique, je ne suis pas certain que ce garde-fou va bien fonctionner. Autre chose qui est super et qui, à mon avis, ne sera pas praticable, c'est le refus d'un médecin. L'article 5, alinéa 4, et quand on a eu les auditions au Parlement, j'avais soulevé cette question-là, l'article 5 dit que le médecin qui refuse de faire le rapport renvoie vers un autre médecin. C'est tout ce qui est marqué. Il renvoie vers qui? Vous avez un pote chez qui renvoyer? Moi, je ne vois pas chez qui vous allez renvoyer. Et l'autre médecin qui, lui, ne connaît pas du tout la situation, va dire bah oui, bien sûr, moi je me saisis du dossier et je vais faire, parce que je suis en plus agréé ou psychiatre, et je vais faire votre rapport médical. Donc, à nouveau, c'est chouette, c'est bien, mais ça ne règle de nouveau pas le côté pratique. Et donc, je reviens à cette idée, pourquoi pas, la possibilité de désigner un médecin expert, comme je le disais il y a quelques moments. Donc ce rapport médical circonstancié, il est en cours de préparation. Alors tous les arrêtés royaux, théoriquement, devraient arriver dans le courant, nous dit-on, du premier trimestre 2025. Donc, mais la loi, c'est le 1er janvier. Hein. Mais bon, ils arriveront. Vous les lirez avec attention dès qu'ils seront là. Donc, petit schéma pour le plaisir de mettre les différentes choses qui existent. Alors, la contre-expertise médicale. Vous vous souvenez qu'effectivement, quand votre
malade, patient, justiciable, reçoit sa convocation pour l'audience, il est marqué expressément, dixit l'article 7, qu'il peut se débarrasser de son avocat et en choisir un autre s'il a envie, bien, c'est très bien, mais qu'il peut également demander à un médecin, un psychiatre, de l'accompagner dans le cadre comme, entre guillemets, contre-expert. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi un contre-expert qui soit mais un psychiatre. Je ne vois pas pourquoi. Ailleurs, on parle d'un médecin classique. Pourquoi il faut absolument un psychiatre? Ce d'autant plus qu'à la rigueur, on aurait pu mettre médecin agréé, puisqu'on va faire la formation. Donc, en fait, le gars qui a fait l'agréation pendant 4 heures, il ne pourra même pas être contre-expert. Il aura fait la formation, mais il n'aura pas. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop compliqué. Alors, ce contre-expert psychiatre aura accès, évidemment, au dossier médical. C'est une bonne chose. Donc, le trouble psychiatrique, on l'a vu. La procédure, on l'a vu. Vous vous souvenez qu'il y a d'autres dispositions qui doivent être... d'autres conditions, plus exactement, qui doivent être remplies. Et la première est de savoir s'il y a une solution alternative. Donc, dans les solutions alternatives, il y aura maintenant, effectivement, le plan de traitement. Ce sera une possibilité. Deuxième condition, c'est la dangerosité. Alors, vous savez que c'est la condition que les avocats débattent le plus. Alors, pourquoi ils débattent le plus de celle-là? Peut-être parce que les deux autres, ils les comprennent moins. La maladie mentale ou le trouble psychiatrique, peut-être c'est plus difficile à contester. Et l'alternative, c'est assez difficile à démontrer. Donc, effectivement, sur la question de la dangerosité, effectivement, les avocats se lâchent, comme ça au moins ils peuvent effectivement dire toujours quelque chose. Mais donc effectivement, j'ai repris une jurisprudence en disant c'est quoi quelqu'un qui est dangereux? Eh bien, c'est celui qui fait preuve d'une perte de contrôle totale ou partielle de sa personnalité à cause de problèmes psychiatriques. Au moins, c'est clair. La procédure. De nouveau, je vais aller vite parce que sur la procédure, ça n'a pas changé. Après le dépôt de la requête, donc la famille a été déposée sa requête et elle a eu ce fameux rapport médical circonstancié, elle la dépose chez le juge. Dans les 24 heures, le juge va désigner un avocat et va fixer la date à laquelle il va rencontrer le brave homme. L'avocat, il est commis d'office et effectivement, ça a été confirmé dans la loi, il y a une présomption d'indigence. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans le cadre de cette loi, en tant que justiciable, vous avez droit à l'avocat gratuit en toute hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, vous devez vous contenter, si j'ai envie d'utiliser ce terme-là, mais en tout cas accepter que ce soit cet avocat-là, vous pouvez en choisir un autre si vous le voulez. On a prévu, et ça c'est bien de nouveau, on a prévu des droits, cette fois-ci plus pour le malade, on a prévu des droits pour l'avocat. Ah, il faut prévoir des droits pour l'avocat. Ben oui, il fallait prévoir des droits pour l'avocat. Premier droit, c'est accéder au dossier, en ce compris au rapport médical circonstancié. Parce qu'il faut savoir que, parfois, on refusait de nous donner le certificat médical circonstancié. On devait aller les yeux fermés, etc. Quasi les 3 petits singes, les yeux fermés, les oreilles bouchées, etc. On ne pouvait rien dire. Non. On avait droit de voir ce certificat médical circonstancié. Et donc, on a droit à voir le rapport médical circonstancié, et ça va certainement mieux en le disant. On n'a pas droit, par contre, certains de mes confrères vont certainement vous le demander, on n'a pas droit à avoir tout le dossier médical. Ça, on n'a pas le droit. Là, on doit passer par un contre-expert qui, lui, aura droit, sous la supervision du médecin chef de service, de voir le dossier. Donc moi, je ne peux pas aller voir tout le dossier médical de la personne dont je suis l'avocat. Alors, deuxièmement, l'avocat peut se faire présenter le registre. Ah oui, ça, j'ai le droit. Donc, j'ai le droit de voir le registre et de voir tout ce qui a été indiqué dans le registre. Donc, l'identité, date d'entrée, date de sortie, qu'est-ce que vous avez autorisé qui sortent, qui ne sortent pas, qu'il exerce même, pourquoi pas, une activité professionnelle, puisque maintenant c'est possible, etc. Et enfin, je peux aller interroger le médecin du service pour avoir des informations. Pas son dossier médical, mais je peux effectivement dire moi j'aimerais bien voir le médecin. Finalement, parfois, je pourrais alors voir le médecin plus que le patient avant l'audience. Mais donc, effectivement, je peux aller lui demander qu'il m'explique un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'il en est, etc. Pourquoi pas? Ça permettrait peut-être un meilleur échange et d'éviter des surprises bonnes ou mauvaises à l'audience. Seul problème, évidemment, c'est
cette question de timing, puisqu'on est tous enfermés dans des délais extrêmement courts, le fameux délai de 10 jours qui n'a pas changé pour avoir le jugement, et donc effectivement on n'en est pas. J'en reviens à la présence du malade et à l'audience. Donc effectivement, c'est très important, il faut que le malade soit là, mais également la possibilité pour le juge d'entendre des tiers. Et donc là, on a été très large. C'est un bien et c'est un mal à la fois. Vous allez le comprendre. On a toujours dit, et ça reste aussi, que le juge peut entendre, peut s'entourer de tous les éléments qu'il veut, il peut entendre tous ceux qu'il veut, etc. On a mis clairement que le juge va entendre, dans la mesure du possible, le conjoint, le cohabitant légal, les parents jusqu'au 2e degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens, et s'il y a une autorité parentale en jeu, l'autre parent. On parle que je vais rajouter le mineur, mais peu importe. Et c'est là que ça peut poser problème. Parce qu'en fait, ce qu'on avait déjà comme souci par le passé, c'était qu'effectivement, l'autre parent, parfois, avait tendance à utiliser les informations recueillies ou utiliser le jugement. Maintenant, vous verrez qu'il ne reçoit plus le jugement, il reçoit quand même une partie, dans le cadre d'une autre procédure. Moi, je divorce, moi, je me sépare du gars. Ah, bah attendez, j'ai des éléments, ça va être servir devant le tribunal de la famille, etc. Donc, effectivement, c'est bien et c'est pas bien à la fois, mais en tout cas, c'est marqué que, dans la mesure du possible, donc si le juge de paix a les informations et connaît l'existence d'eux, ben pour moi, il doit convoquer. Puisque si on lui a donné les noms, si on lui a donné les adresses, etc., qu'est-ce qu'il aurait comme excuse? Dans la mesure du possible, ça ne veut pas dire si moi j'ai envie. Ça veut dire si j'ai les infos, je dois. Ben donc, s'il a les infos, il doit. Alors le jugement, une fois que le jugement est rendu, il est rendu donc dans les 10 jours de la requête. Et effectivement, pour le calcul des 10 jours, je vous ai mis les petites règles, mais classiques, vous savez que le délai commence le lendemain du premier jour, le dernier jour est compris dans le délai, et que ce sont des jours qui sont effectivement des jours calendriers. Il est prévu que le juge de paix, parce qu'il est taillable et corvéable à merci, peut bien sûr fixer ses audiences le samedi ou le dimanche. Mais comme on sait qu'il se déplace toujours avec son greffier, ce qui est logique puisqu'il faut qu'il se déplace avec son greffier pour son jugement, je ne vois pas quel est le greffier, déjà qu'il en manque partout, qui va aller se déplacer. Mais dimanche matin, j'avais rien à faire. Juste avant le marché, on va aller effectivement dans l'hôpital psy, ça va être super. Non. Donc, en pratique, ce sera certainement pas le samedi ou dimanche, mais bon, s'il faut que je réserve une partie de mon samedi et dimanche, il faudra me le dire. Il faut absolument qu'on modernise, par contre, les notifications. Les notifications, aujourd'hui, se font encore par pli judiciaire. Et donc, il y a un arrêté royal qui est en préparation par rapport à ça. On en a parlé ce matin. Effectivement, il faut absolument qu'on modernise. Aujourd'hui, si vous êtes dans un procès, vous êtes poursuivi parce que vous avez roulé trop vite, c'est pas bien. Vous avez été attrapé, tant pis. Vous êtes puni, tant mieux. Et effectivement, votre jugement, vous allez le recevoir par Just on Web. Ben oui. Ben quel est le problème? Donc, effectivement, on pourrait essayer de moderniser, parce que moi, ça m'arrive encore souvent, quand on est de garde et qu'on a toutes les audiences à faire, de recevoir le pli judiciaire après l'audience. Alors, heureusement, parfois, on nous envoie les mails. Je dis parfois parce que ce n'est pas toujours. Moi, j'ai pris l'habitude de téléphoner à toutes les justices de paix où je sais qu'on est de garde à cette période-là, pour m'assurer que j'ai bien tous les gars qui sont cochés, quoi. Parce que sinon, j'arrive à l'audience, ah oui, Tartampion, Tartampion, moi, je sais pas, ah bon, je dois m'occuper de Tartampion, mais je savais pas. Donc, effectivement, je pense qu'on doit essayer de moderniser un peu ça. Si vous avez un traitement volontaire sous condition qui est imaginé par le juge de paix, donc imaginons que le juge de paix y va, il rencontre la personne et il dit, mais celui-là, on va pas l'hospitaliser, on va mettre en place un plan de traitement, super, génial, mais bon, personne ne l'a, ce plan. Il faut quand même le construire. Puisque, effectivement, il faut le construire, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu que le juge de paix peut rendre un premier jugement, un jugement avant dire droit, dans lequel il va, et il peut même prendre des conditions en disant, en attendant, il faut faire ça, ça et ça. Mais donc, il prend ce premier jugement et il dit, voilà, on se revoit 15 jours. C'est 15 jours max, puisqu'en fait, il doit rendre un deuxième jugement dans les 15 jours. Et ce délai de 15 jours, c'est pas 10 plus 15, c'est il rend son jugement le 8e jour,
il doit rendre son deuxième jugement 8 plus 15. D'accord? Donc pas 10 jours plus 15, mais 8 plus 15. Mais c'est pas grave, parce que les juges de paix ont du temps donc, à consacrer à tout ça, donc ils vont effectivement pouvoir turbiner et essayer de mettre en œuvre, d'implémenter tout ça avec leur greffe. J'attends de voir ce qui va se passer dans quelques semaines. Alors, l'information effectivement du jugement, donc on l'envoie au malade, à l'avocat, à l'administrateur, tout ça c'est classique, c'est très bien. Pour ces fameuses personnes sensibles que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire notamment le conjoint ou l'autre parent, avec qui on se dispute pour l'hébergement du gosse, il va recevoir juste le dispositif. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la motivation. Je ne sais pas si fondamentalement ça va changer tout, mais enfin bon, il recevra qu'une partie. Qu'est-ce que le juge de paix peut décider? Le juge de paix peut décider de la mesure d'observation protectrice, bien sûr. Là, à ce moment-là, il dit « je l'envoie à tel endroit », point à la ligne. Soit, effectivement, du traitement volontaire, et il désigne la personne qui va, effectivement, être le responsable de l'exécution de ce traitement. Procédure classique. Procédure urgente. La procédure urgente ne change pas beaucoup. On met toujours au cœur de ce système le procureur du roi. Donc c'est le procureur du roi qui peut agir. Alors il agit dans quelles conditions? Ça n'a pas changé. Soit d'office, avec juste un avis écrit. Là on ne parle pas d'un rapport médical circonstanciel, juste un avis écrit. Soit à la demande d'une personne intéressée. Mais si c'est la demande d'une personne intéressée, elle doit joindre théoriquement le rapport médical circonstancié. Soyons clairs, si la famille a fait tout l'effort de trouver le rapport médical circonstancié, elle ne va pas aller chez le procureur du roi. Elle va chez le procureur du roi, elle risque encore que le procureur du roi dise non, parce qu'il a le dernier mot. Non, elle ira voir le juge de paix, a plus de chances que... Voilà. Et comme les juges de paix travaillent dans des délais relativement restreints dans ce type de matière, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est toujours prévu. Alors effectivement, le procureur du roi peut se contenter, en tout cas dans un premier temps, d'un simple avis écrit. Ce n'est pas un rapport médical circonstancié. Et la justification de ce que ce soit un simple avis, donc là, il n'y aura pas de modèle par arrêté royal, c'est qu'effectivement, c'est urgent. Et je rappelle que le procureur du roi, il décide toujours en dernier ressort. Il décide s'il suit ou s'il ne suit pas. Le procureur du roi pourrait décider de mettre en place une évaluation clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procureur du roi peut dire « Tiens, finalement, avant de décider, je vais décider que je repousse le moment où je vais décider. » Donc, il va dire quoi? Il va dire que je vais amener la personne dans un lieu, et on verra que c'est relativement large, pour qu'on puisse effectivement faire son évaluation et voir si je vais ou pas lancer le traitement sous condition ou la mesure protectrice. L'objectif, c'est quoi? L'objectif du groupe de travail et l'objectif du législateur, c'est d'éviter les hospitalisations inutiles. On citait toujours l'exemple de la personne un peu âgée qui était totalement déshydratée et qui, du coup, elle perdait la boule. On est tous dans la même situation. Si jamais on ne boit pas, il y en a que certains qui, dans le désert, peuvent tenir longtemps, nous pas. Donc, effectivement, ici, en l'occurrence, on voulait éviter, puisque selon les statistiques, ce n'est pas les miennes, donc je les ai reprises, 25% des admissions obligatoires s'achèvent avant la fin des 10 jours. Donc, pourquoi pas? Effectivement, c'est une bonne idée. Alors, cette évaluation clinique, le procureur du roi peut effectivement l'ordonner et il a un délai alors de 48 heures. Donc, normalement, s'il décide, il doit décider dans les 24 heures et envoyer directement, le cas échéant, au juge de paix. Ici, il a 48 heures d'évaluation. Mais, attention, il faut déterminer quand ces 48 heures commencent. Ces 48 heures ne commencent pas au moment où il décide de la lancer. On est dans une mesure privative de liberté. Donc les 48 heures commencent à partir du moment où la personne a été privée de liberté. Donc si effectivement la police l'a pris à 1h de l'après-midi,
ça commence à 1 heure, les 48 heures. Il ne commence pas à 3 heures quand le parquet a l'opportunité qu'on est appelé, machin, etc. Voilà. Non, ça commence à 1 heure. Et c'est important, ce délai-là, parce que donc il joue pour les 48 heures, et donc ça peut déjà manger un peu les 48 heures, mais il va jouer aussi pour la mise en obs, puisqu'effectivement, on va considérer que les 40 jours ont commencé, non pas au moment de la requête du parquet, mais ont commencé à partir de la privation de liberté. Et moi, je sais comment qu'il a été privé de liberté. Je le suce d'où, là? Moi, je n'ai pas accès au dossier du parquet. Je n'ai pas accès. Le juge de paix, il n'a pas accès non plus. Comment on va le savoir? Il va falloir, selon moi, que le modèle de requête du parquet soit adapté pour indiquer expressément il a été privé de liberté à tel moment, et éventuellement dans quelles conditions, peu importe, mais en tout cas à quel moment, pour qu'on sache quand ça va commencer. Sinon, moi, je ne le sais pas. Sinon, je ne le sais pas. Et donc, je dirais qu'on l'a dépassé. Qui sait? Alors, effectivement, une fois que le parquet a décidé de lancer la fameuse évaluation, il la notifie et il notifie cela, et je dis bien à l'établissement, au directeur d'établissement. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer que l'évaluation clinique se fasse, pour autant évidemment que la garantie, la sécurité soit établie, etc., mais on pourrait imaginer que ça se fasse au sein, par exemple, d'une institution qui s'occupe de quelqu'un qui est handicapé. On n'est pas obligé de passer par l'étape pour cette évaluation, on n'est pas obligé de l'envoyer à l'hôpital. Il va me dire qu'il me reste 10 minutes. Voilà, je savais bien. Il me dit 10 minutes max en plus. Non, c'est pas grave. J'arriverai, promis. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette évaluation? Durant cette évaluation, on va effectivement voir comment les choses se passent. Et à ce moment-là, pendant cette période, le médecin va établir le rapport circonstancié. Donc, le procureur du roi, quand il décidera dans les 48 heures, il aura la possibilité d'avoir son avis écrit de départ et il aura le rapport médical circonstancié. Mais c'est quand même lui qui décide. Et il peut décider, évidemment, aussi de dire je mets fin. Et il peut mettre fin, évidemment, avant la fin des 48 heures s'il a envie. Voilà tout le cheminement que vous regarderez sur le slide puisqu'on n'a pas le temps de le voir. Voilà. Et donc, le procureur du roi, dans les 24 heures de la privation de liberté, il ordonne la mesure d'observation protectrice ou le traitement volontaire, ou, avant la fin des 48 heures, il le fait. Dans les 24 heures de sa décision, il avise le juge de paix en lui adressant sa requête écrite. OK, on notifie, etc. Si le délai n'est pas respecté, l'article 9 ne prévoit pas de suspension le week-end, machin, etc. Ce n'est pas prévu. Il est prévu dans l'article 9 que si ce n'est pas dans le délai, la mesure s'arrête, point. Donc le type, il est libre, point à la ligne. Donc ma question, c'est de savoir comment, cette fois-ci, le parquet va réussir à s'organiser pour arriver à continuer à travailler, parfois nuit et jour et week-end compris, pour arriver à ce que ça le fasse. Le parquet doit désigner un avocat. Ah oui, avant c'était le juge de paix, mais ici, puisqu'il y a une étape complémentaire, le parquet va devoir désigner un avocat. Alors, le parquet, il doit désigner un avocat dès qu'il prend une décision. Mais s'il décide d'une mesure d'observation, c'est une décision. S'il décide d'un traitement volontaire sous condition, c'est une décision. S'il demande une évaluation clinique, c'est une décision. Donc, pour la mesure d'observation protectrice, pas de souci, hein, on est là, on a l'habitude. Pour l'intervention durant l'évaluation clinique, ça sera plus compliqué. On n'est pas du tout organisé, nous. Là, la pierre est chez nous pour le moment. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que, quand le parquet va me dire « Ah ben voilà, moi j'ai lancé l'évaluation clinique pendant 48 heures », mais l'avocat, il est censé être là. Hein. Il est censé pouvoir aller au lieu ou à l'hôpital pour vérifier si tout se passe bien, etc. Donc là, on va devoir s'organiser. Alors, en matière pénale, ça se fait dans le cas du SALDUS, donc il faudra peut-être essayer d'organiser ça un peu différemment, mais donc voilà. Si le parquet décide d'un traitement volontaire immédiatement, sans passer par l'évaluation, en fait, l'avocat, il n'intervient pas. Puisqu'en fait, c'est décidé. Donc, une fois que c'est décidé, la décision, c'est le traitement, et donc, on intervient après. Les modalités d'observation protectrice, de la mesure d'observation protectrice, la durée des 40 jours n'a pas changé. Je vous l'ai mis quand même en jaune, simplement pour vous dire que l'on commence à partir de la privation de liberté, le cas échéant.
La fugue, c'est une nouveauté. Oui, il s'enfuit, hein. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de rester. Donc, la fugue, c'est une nouveauté. C'est l'article 12 qui dit qu'effectivement, si le malade fuit l'établissement durant la mesure, ben, la mesure est suspendue. Alors, attention, on comprend mal. On comprend mal ce que ça veut dire. C'est pas vraiment la mesure qui est suspendue, ou en tout cas la durée de la mesure. Parce que, en fait, si le gars, on le retrouve avant l'expiration du délai, il va revenir à l'hôpital et il va juste terminer le délai qui est en cours. Donc, il faut quand même le retrouver, si on le retrouve le 38e jour, ben, il reste 2 jours, quoi. Ben, voilà. Mais on n'a pas suspendu le délai. Le délai continue à courir, il n'est pas là, mais le délai continue à courir. Si vous le retrouvez après, ben, tolate, istolate, hein. Voilà, désolé en Wallonie, mais tolate, istolate, trop tard, c'est trop tard. Et donc, effectivement, ben, il va falloir lancer une autre mesure. En cas de fugue, tous les intervenants classiques sont prévenus. C'est bien quand même, hein. Ça c'est pratique. Là, je peux comprendre aussi qu'on prévienne la future ex-épouse. Ça peut avoir de l'intérêt. La prolongation, effectivement, vous aviez dans votre tête votre maintien. Eh bien, donc, effectivement, que ce soit le traitement sous condition ou que ce soit la mesure protectrice, elle peut être prolongée. Elle peut être prolongée, c'est les mêmes conditions, c'est un rapport médical circonstancié qui doit arriver 15 jours avant la fin de l'expiration du délai. Donc, vous faites 40 moins 15, jusqu'à présent, ça fait encore 25, même pour un juriste. Donc, effectivement, 25e jour. On lance cette prolongation. Cette prolongation, le malade peut produire un avis d'un médecin. Donc cette fois-ci, il ne faut pas obligatoirement un psychiatre, parce que là, finalement, on s'en fout. Là, plus besoin d'un psychiatre, un médecin suffit. Un médecin qui donne un avis, il ne fait même pas un rapport, il fait un avis. Et si, effectivement, il fait un avis, à ce moment-là, le juge de paix ne va pas ordonner une expertise, ça c'est trop lourd. Il va entendre les médecins pour voir finalement, parce que lui, c'est un grand sage, le juge de paix, pour voir finalement qui a raison. La durée de cette prolongation, c'est plus 2 ans, c'est 1 an. C'est un délai plus court. Alors, on peut même faire encore plus court, hein, parce que c'est 1 an maximum, donc on peut faire plus court, et on peut le renouveler autant de fois qu'on veut. Dans le courant de la prolongation, le juge de paix peut évidemment, par un nouveau jugement, décider d'y mettre fin s'il estime que ça se justifie. Dernier point, parce que je ne passerai pas sur la procédure puisqu'elle n'a pas changé. Dernier point important, c'est la modification du type de mesure. C'est quoi ? C'est que, effectivement, dans l'idée du législateur, on doit pouvoir essayer toujours de privilégier ce consentement. On doit pouvoir privilégier quelque chose en dehors de l'hospitalisation. Et donc, l'idée, c'est que si on lance, on va commencer par la situation difficile, on lance un traitement médical, volontaire. Et ce traitement volontaire, on constate qu'il est insuffisant. La personne responsable va alors alerter le juge de paix, on va faire une audience et on va mettre la personne en mesure protectrice. Mais ça peut fonctionner dans l'autre sens. On a une mesure protectrice, on se rend compte que c'est trop, eh bien, on peut passer à un traitement volontaire. Et donc, on lui met ainsi des conditions à respecter. S'il les respecte et que le délai s'achève et le tour est joué. Si effectivement c'est un échec, il y a un retour, alors tout simplement, et on poursuit la mesure initiale de la durée. Et vraiment, le dernier point, c'est le transfert entre les institutions, parce que ça, je pense que ça peut vous intéresser. Effectivement, avant, c'était compliqué, et on disait ça doit être inscrit dans le jugement, qu'il y a la possibilité de transfert ou qu'on va le transférer ailleurs, etc. Aujourd'hui, il y a toute une disposition reprise dans l'article 18 de la loi qui explique clairement comment on fait pour organiser un transfert de l'un à l'autre, avec la possibilité pour le malade de s'y opposer. Il a un délai de 8 jours pour s'y opposer. Il s'y oppose. S'il s'y oppose, on a une audience et on a une discussion pour voir effectivement s'il faut ou pas transférer la personne, le délai de transfert étant évidemment suspendu ou le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'une décision intervienne. Voilà. Belle fin de journée.